Alors, c'est bien beau d'en savoir autant sur le fonctionnement technique de ZBrush, mais maintenant, comment est-ce qu'on utilise tout ça tous les jours, de manière régulière? Comment est-ce que ça s'applique finalement à notre travail de tous les jours? Pour vous montrer tout ça, pour vous illustrer les différentes méthodes, ou du moins tous les problèmes que vous risquez de rencontrer tous les jours, je vous ai chargé cette petite scène, puis on va travailler essentiellement ici sur la mèche de cheveux qui est ici. Alors, je vais ouvrir mon dossier, je vais désactiver ici les informations colorimétriques, je vais passer en couleur beaucoup plus neutre, même chose pour le matériau. Et donc la première méthode que vous allez utiliser tous les jours, moi je l'appelle ça l'aggressive sculpting, donc clairement quelque chose d'assez agressif. Admettons ici que je veux rajouter une mèche ici, une sorte de layer supplémentaire. Pour ce genre de choses, quand on rajoute comme ça de la matière, certains artistes vont utiliser le BST. Alors le problème du BST, c'est qu'il fait quand même quelque chose d'assez, on va dire, bubble, j'ai envie de dire. C'est pas toujours très intéressant de rajouter de la matière avec ça. Moi, je vais plutôt utiliser, comme beaucoup d'autres, pardon, je vais utiliser le BCT. Donc le BCT va agir plus comme un effet de layer, comme ça. Et en même temps, ça nous permet d'aller chercher des lignes. Alors c'est une technique qui est très utilisée dans on va dire la sculpture de l'anatomie à proprement parler. Beaucoup d'artistes vont utiliser cette méthode-là pour aller sculpter les muscles et en fait les fibres musculaires. On va prendre le cas par exemple de l'épaule. Alors comment est-ce que l'épaule se comporte par rapport aux autres muscles autour? Ils vont comme utiliser cette technique-là pour vraiment dessiner les fibres, donc le mouvement en fait des muscles. Dans ce cas ici, on peut utiliser donc cette méthode pour aller chercher ici la mèche supplémentaire que je vais venir ajouter, comme ça. Et donc ça c'est une méthode qui est vraiment inspirée de la méthode de la sculpture traditionnelle, c'est-à-dire que j'ajoute de la matière, ensuite, vu que j'ai ajouté la matière, là avec ZBrush on est obligé d'un petit peu de mettre à jour nos informations géométriques avec le Dynamesh. Donc voilà, maintenant j'ai une géométrie un peu plus intéressante. Et là maintenant je vais lisser, alors c'est soit avec le lissage, donc avec Shift, mais je peux aussi le faire avec BHP, donc avec le polish. Là j'écrase un peu la matière pour l'égaliser. On n'oublie pas que je peux aussi utiliser le Alt pour que les éléments qui sont plus en profondeur reviennent à la surface. Voilà. Donc là, assez rapidement, je peux avoir, vous voyez, je suis en train de jouer avec le lissage et puis le polish, je peux avoir quand même assez rapidement une forme qui émerge de rien finalement. J'active encore une fois ici mon Dynamesh. Là, je peux utiliser peut-être le polish ici, je ne sais pas si ça va marcher, c'est peut-être pas assez puissant. Allez hop. Donc c'est beaucoup d'essais-erreurs. Pas toujours, hein, évidemment, mais vous voyez là, ça marche bien. Bon, voilà. Et on peut passer à autre chose. Maintenant, j'aimerais vous montrer aussi le fait que quand on joue avec ces broches-là assez agressives, donc là je parle de le BST, donc le standard, on parle de la clé aussi, on parle de BCT qui est la clé tube. Si je reprends le BCT, ici, et que je suis quand même assez puissant ici, et je commence à travailler sur cette zone-là, voilà, parce que j'ai besoin d'aller rajouter vraiment quelque chose d'assez fort, ou même encore ici, pour une raison particulière, ici par exemple, ici, très fort. Si maintenant je me mets en mode solo et que je regarde derrière, là encore on a de la chance, ça va bien. Je vais revenir ici, admettons on va le faire encore plus fort, voilà ce qui se passe. Donc ça c'est quelque chose qui va vous arriver assez souvent, c'est que l'épaisseur que vous avez ici, pas assez importante, ou du moins quand on regarde la taille ici de notre brush, on voit bien que elle dépasse l'épaisseur du modèle. Donc à chaque fois que je vais travailler ici, forcément il va aller me chercher la surface en arrière. Imaginez là plus le cercle de notre brush comme une sorte de sphère en 3D qui va aller chercher aussi les faces qui sont en arrière. Pour éviter que ça arrive, il faut aller dans Brush ici, et vous avez un espace qui s'appelle Auto Masking,
et il faut activer le back face masking. Et là maintenant, si je recommence cette même opération, de l'autre côté, il ne se passe plus rien. Le problème, encore une fois, c'est que cette fonctionnalité ici, elle est dépendante, ici, elle est dépendante de chaque broche. Ça veut dire que si vous utilisez, par exemple, CTRL Z ici, si vous utilisez le standard et que je fais la même opération, vous voyez ici, ça a été activé, enfin ça a été poussé en fait, alors que si je regarde ici, je me dis, ben, ah, mais non, c'est pas activé le backface mask. En fait, c'est vraiment par brush, donc c'est maintenant, si je viens ici et que j'active, là maintenant ça va fonctionner, je peux aller pousser la matière ici vers le haut et de l'autre côté, il n'y aura pas de problème. Donc ça c'est une des choses, une des méthodes en fait que vous allez utiliser de manière régulière. Ça va être donc le BCT ou autre, hein, vous pouvez, c'est à vous de choisir. Allez chercher la matière qui vous intéresse, activer le Dynamesh et ensuite soit vous allez lisser ou vous allez utiliser le BDS qui par défaut, se dit en passant, est toujours un peu trop fort, donc 10, 15 c'est généralement suffisant, et puis ensuite vous allez comme surligner un petit peu plus les formes que vous voulez. Donc, maintenant qu'on a vu ça, j'aimerais qu'on parle du mode Move, en fait, de tout ce qui concerne les brushes de Move. Je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà, donc, voilà. Alors, BMV. Si on regarde juste le BMV, comment il se comporte? Déjà, vous allez avoir, par défaut, ici, ça va être 51, si la mémoire est bonne. Donc, quand vous allez utiliser le move par défaut, on voit bien qu'il ne prend pas complètement, justement, le mesh, il va le prendre seulement à 51%. Les gens ont tendance à oublier que, justement, il est juste à 51%. Donc, si vous voulez chercher le 100%, il faut vraiment aller modifier l'intensité par rapport à ce que vous voulez. Une autre chose aussi, c'est que il est mis à 51 pour une bonne raison. En fait, on va le mettre vraiment à 51. J'aime bien quand les choses sont propres et clean. C'est parce que il y a beaucoup de gens qui vont utiliser la technique par à-coup qui va être juste de venir pousser comme ça la matière par petits à-coups comme ça. Et c'est une technique qui est vraiment, vraiment efficace. Donc, encore une fois, j'essaye de vous montrer toutes en fait les méthodes les plus répandues et les plus efficaces. Alors, si on continue sur les broches de Move, on a donc le BMV qui est vraiment le truc relativement classique. Surtout, quand vous utilisez les Moves, jouez avec la focale et jouez avec le size, ça c'est extrêmement important. Donc on va continuer sur les Moves. Vous en avez d'autres en fait. Vous avez le BMT qui est le Move topologique. Alors, le Move topologique, on va aller sur un autre exemple ici. Voilà, on va prendre ici cette mèche. Le move topologique, comme son nom l'indique, va comme regarder la topologie de votre modèle. Si je prends ici la pointe ici, que je commence à bouger, vous voyez que de l'autre côté, ça bouge quasiment pas. On le voit un petit peu, ça bouge quand même un petit peu. Hein. En fait, ça bouge un petit peu. Donc, le move topologique va comme considérer la topologie, il va regarder la topologie, ok, ça déborde pas sur cette mèche-là. Donc, normalement, il ne devrait pas le bouger, mais il va le bouger quand même toujours un tout petit peu. Donc, dans certains cas, ça fonctionne, dans d'autres, ça marche pas. Mais si on prend par exemple le BMV normal et que je décide de bouger ça, regardez, c'est pas du tout le même résultat. Alors, clairement, le move topologique va pas fonctionner comme on vient de le voir de manière, j'ai envie de dire, à 100%. Donc, vous allez avoir besoin d'utiliser soit le mode masking, soit le mode isolation. Utilisez celui qui vous permet d'arriver au résultat que vous voulez le plus rapidement, ou celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc, si je prends CTRL, donc CTRL, bon, je peux venir peindre la partie, mais là, c'est jamais évident. Clairement, le mieux, c'est d'utiliser le lasso, ici. Donc, je vais comme isoler la partie ici que je souhaite immobile. Et là, après, ben, je peux vraiment travailler sur cette partie-là. Mais je peux faire exactement la même chose avec Shift-CTRL, et je peux aller chercher donc mon lasso. Et je peux comme dire, je veux travailler uniquement là-dessus, donc voilà, comme ceci. Et de l'autre côté, ça n'a pas été modifié. Un autre move
que les gens ont tendance à oublier ou à ne pas beaucoup utiliser, c'est le BME. Alors, si on prend le move normal et que je déplace cette partie, on voit bien que le move ne prend pas vraiment... il n'accompagne en fait pas toute la matière avec lui. Même si je prends 100%, il laisse quelque chose en arrière. Hein. Et pourtant, ma sphère centrale, en fait, qui est censée prendre du 100%, vous voyez, il ne prend pas toute la matière à 100% autour on va dire, dans le premier cercle. Alors que si je prends le BME ici, et que je fais exactement la même opération, je peux me baisser un petit peu pour vraiment bien comparer, regardez, c'est complètement différent, il va même pousser encore plus la matière. Donc le move élastique, pour les cheveux, c'est idéal, mais pour d'autres applications, pour les vêtements aussi, pour pousser les vêtements de manière beaucoup plus ample, le BME est à considérer, donc n'oubliez pas, il est assez sympa. Vous en avez un autre, qui est le Move Infinite. Alors, il est récent celui-là, il est vraiment très intéressant, et je vais vous montrer comment il fonctionne sur le visage ici. Voilà, donc si je prends le BMV normal, regardez bien, le BMV normal, si je prends ici la joue, je vais mettre la symétrie d'activer, l'arrière en fait, comment dire, je vais vous montrer, c'est plus simple. Regardez, ici là, si je bouge la joue comme ça va prendre juste la géométrie donc qui est ici, et ça ignore complètement évidemment la géométrie qui est de l'autre côté, pardon, on est en 3D, c'est normal. Mais dans certains cas, ce qu'on aimerait, c'est par exemple, si je prends cette partie-là, j'aimerais que toute la partie, incluant la partie qui est en arrière, du moins qui est plus en arrière, bouge. Si je prends le BMN, qui est le Move Infinite, regardez ce qui se passe. Ça prend vraiment, même jusqu'en arrière. On peut presque imaginer qu'il y a comme, à partir du point ici, il trace une sorte de trait qui va s'enfoncer complètement dans le modèle et qui va prendre toute la matière avec lui. Regardez. Je refais la même opération, un BMV avec ici. C'est pas la même chose. Vous voyez ici, l'arrière de la mâchoire n'accompagne pas la joue, alors que si je refais la même opération ici, complètement différent. Et ça va être très utile pour travailler sur les jambes, par exemple, quand on est en train de travailler sur le talon, puis qu'on veut s'assurer que des deux côtés en fait, de la cheville, là, ça bouge. Il y a plein d'exemples où c'est vraiment, vraiment très utile. Bref, quand vous allez travailler sur vos modèles, vous allez régulièrement, soit faire donc du sculpting qu'on pourrait appeler agressif, donc ajouter de la matière, pousser de la matière, lisser, ajouter de la matière, pousser de la matière, lisser. Ça va être ça continuellement, ou vous allez continuellement déplacer de la géométrie. Donc il faut connaître vraiment bien les brushes qui vont vous permettre justement de sculpter de manière agressive, mais aussi les brushes qui vont vous permettre de bouger votre géométrie. Pourquoi est-ce que je vous conseille de travailler en 3D? Ça a l'air étrange comme ça, ou du moins ça a l'air tellement évident que vous vous demandez peut-être pourquoi j'aborde le sujet. C'est parce que bien souvent vous travaillez un peu trop en vue de face, un peu trop peut-être en vue de côté, mais trop rarement en vue de 3/4, ou même dans toutes les autres vues. D'en haut, d'en bas. Généralement, vous ne le faites pas assez en fait. Il faut travailler en 3D. Je suis revenu en arrière par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, quand je faisais le mouvement par à-coup, parce que dans ma tête, il se passe des choses, puis généralement, en fait, on n'en parle pas. Puis je pense que c'est quelque chose de très très important à souligner. Si je fais un solo sur mon objet, tout à l'heure, j'ai fait donc un mouvement par à-coup, et ce qu'il y avait dans ma tête, c'était, je regardais les lignes. Vous voyez, ici, j'ai une belle ligne ici, qui est relativement alignée avec les autres lignes, etc. J'ai des lignes qui sont relativement OK. Par contre, celle-là, elle ne correspond pas. Du moins, ça ne fonctionne pas. Au niveau de la fluidité des lignes, c'est pas très très intéressant. Donc, ce que j'ai fait donc un BMV. Je suis venu chercher quelque chose de pas trop fort. J'ai joué avec une intensité qui n'était pas trop forte non plus. Et je suis venu replacer cette ligne par à-coup. Donc, je vais aller chercher la ligne en dessous. Je vais chercher la ligne au-dessus. Puis, j'aligne en fait les deux lignes. Vous voyez, maintenant, les lignes sont relativement plus alignées. Et c'est ce que je regarde en fait. Même chose ici, là, peut-être avoir une courbe un peu plus intéressante. Et en fait, je ne le regarde pas seulement au niveau de l'objet,
ici c'est peut-être pas formidable, mais je le regarde aussi au niveau ici en fait du profil. Donc constamment, je vais quand même regarder, moi ici ça m'intéresse pas trop parce que c'est à l'intérieur de la géométrie, donc c'est pas quelque chose que je vais considérer, mais je vais essayer de voir, vous voyez ici il y a un bump, alors est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux? Peut-être pas. Ouais, c'est ce genre de choses qu'il faut faire de manière aussi régulière que lorsque on ajoute de la géométrie, lorsqu'on on la lisse, lorsqu'on pousse, on creuse en fait de la géométrie. Continuellement aussi, il faut tourner autour de votre modèle ou tourner autour de votre subtool et regarder ces lignes en fait ici qui vont vous permettre d'avoir un modèle qui va être beaucoup plus crédible. En parlant de crédibilité, c'est aussi très important de travailler, et là on va enlever le mode solo, de travailler avec la perspective. Alors la perspective, par défaut, ça va être soit 50, soit 85, je ne sais plus trop, on ne voit pas vraiment la différence ici. On peut aussi la changer ici, 35, 28, donc au niveau de la focale. Ça va avoir une incidence assez forte sur le modèle dans sa totalité. Allez, ici, je vais revenir ici, 85, 50, 35, 85. Si maintenant je viens ici sur mon modèle, sur mon visage, de temps à autre, je vais désactiver la perspective pour voir si mon modèle, si la différence entre la vue orthographique et la vue perspective, voir si la différence en fait, elle est très importante. Si la différence est très importante, c'est problématique. Ça veut dire que vous avez quelque chose qui est off, c'est sûr et certain. Quand vous travaillez trop en perspective, on a cette tendance en fait à exagérer un peu trop les formes ou à vivre avec cette exagération de forme due à la focale. Mais des fois, c'est très important de repasser en orthographique pour vérifier justement les distances. Vous allez voir dans tout ce qui est anatomie, là, on dit par exemple au niveau des yeux, il va y avoir 5 œils, yeux, œils. Donc un ici, un là, un entre les deux et un quatrième ici et un cinquième là. Donc pour mesurer ces choses-là, c'est toujours bon d'être en orthographique. Et vice-versa, c'est aussi très bon d'être en perspective parce qu'on voit les choses, surtout quand on travaille sur des personnages. En fait, on voit les gens autour de nous sur lesquels on s'appuie pour créer des personnages, on les voit en 3D constamment. Donc notre référence naturelle, c'est la 3D. Donc il faut jouer avec les deux comme ça pour avoir, on va dire, un bon sens en fait du modèle en 3 dimensions. Dans ZBrush, vous avez plusieurs manières d'obtenir une symétrie. Vous avez une méthode qui est exclusivement réservée aux objets qui n'ont pas de subdivision level, en l'occurrence Dynamesh, donc qui ont des triangles, etc. Et vous avez d'autres méthodes qui, elles, sont réservées aux objets qui ont des subdivision level. Alors, pour commencer, je vais sélectionner ici cet objet qui est en Dynamesh et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe quand on veut récupérer une symétrie sur un objet en Dynamesh. Donc, ma symétrie est désactivée parce que par inadvertance, j'ai soit appuyé sur D pour monter en subdivision level, ou alors j'ai peut-être même appuyé sur F pour faire un frame selection et j'ai accroché le X. Évidemment, j'ai perdu ma symétrie et j'ai continué à travailler sur mon objet et à un moment donné, je fais oups, je me suis rendu compte que j'ai perdu ma symétrie. Alors, admettons donc, pour les besoins de l'exercice, je vais augmenter ici le volume. Et j'aimerais maintenant, j'ai travaillé pendant des heures là-dessus, et j'aimerais répliquer en fait ce qui s'est passé ici de l'autre côté. Alors, vous avez, quand c'est un Dynamesh, l'option de venir ici dans Géométrie, Modify Topology, parce que là on va modifier la topologie, et on va faire ce qu'on appelle un Mirror and World. Le problème du Mirror and World, et là on va le voir tout de suite, c'est que là, il va le faire uniquement de gauche à droite. Ça veut dire que si vous travaillez sur votre droite, à la droite de votre modèle, ce qui est généralement ce qu'on fait le plus souvent, eh ben vous allez devoir faire une opération avant de faire le Mirror and World. Vous allez devoir aller dans Déformation ici, vous allez devoir faire un Mirror, et ensuite remonter dans Modify and Topology et faire un Mirror and World. Alors oui, je sais, c'est spécial, c'est ZBrush. Pour ce qui est des objets qui ont des subdivision level, ça va être une autre technique. Alors,
pour vous montrer ça, je vais sélectionner le visage ici qui lui a des subdivision level. Donc, admettons que donc, je désactive la symétrie et je vais travailler de ce côté-là et je vais donner un petit sourire là. Voilà. Et là, je me rends compte, oups, de ce côté-là, j'ai complètement oublié d'activer la symétrie. Ah, comment est-ce que je fais? Alors, c'est sûr que même comme ça pourrait être sympa d'avoir une petite expression comme ça, mais bon, admettons que je veuille donc ramener de l'autre côté. On va utiliser la fonction ici qui s'appelle Smart Resim dans Déformation. Là. Donc, si vous le faites par défaut, Smart Resim, regardez ce qui va se passer. Regardez bien là, parce que ici ça va changer là aussi. Regardez bien. On le fait par défaut. Vous voyez? Si je reviens en arrière sur ce que c'était avant, donc j'avais vraiment une expression très neutre, j'ai augmenté à droite, et quand on applique le Smart Resim, il va comme égaliser des deux côtés. C'est-à-dire qu'il regarde à gauche, là c'est neutre, il regarde à droite, c'est un petit sourire, et ben il va comme mettre un léger sourire des deux côtés. Donc ça c'est le Smart Resim, c'est-à-dire qu'il va analyser des deux côtés au niveau de la topologie, et il va essayer de trouver une bonne alternative entre les deux, il va standardiser entre guillemets là, la position, normaliser la position de tous les vertex d'un point de vue symétrique. Donc, si maintenant je recommence la même chose, mais j'aimerais avoir quelque chose de vraiment exactement la même chose ici, là. Pour faire ça, il faut masquer en fait. Alors le problème du masque, c'est que si vous allez chercher le subdivision level le plus haut, là j'ai vraiment beaucoup de détails, ça va être moins, du moins il va moins y arriver. Donc généralement ce qu'il faut faire, c'est descendre un petit peu. Je vais descendre ici comme ça. Voilà, ça c'est suffisant. Et je vais masquer la zone que je souhaite qu'il porte attention. C'est-à-dire que, en gros, je veux pas qu'il touche, ou du moins, je veux que ça soit dupliqué de l'autre côté. Smart Resim, et voilà. Et vous voyez, il y a des petits artefacts, et ça veut dire que j'ai peut-être pas pris la bonne zone, etc. Donc on va essayer d'aller la chercher un peu plus. Smart Resim, et voilà. Donc, c'est quand même c'est vachement intéressant. C'est tout aussi intéressant que l'autre, mais il est un petit peu plus, on va dire, sujet à avoir des problèmes en fait. Parce que si je fais la même opération ici, mais avec une subdivision beaucoup plus haute, je vais avoir des artefacts beaucoup plus intenses. Oui, on va le faire, vite. Déjà, ça prend plus de temps. Allez, voilà. Et vous risquez d'avoir des petits artefacts qu'on peut voir ici. Alors, rien de bien méchant, parfois. Mais dans d'autres cas, ça peut être un petit peu plus violent, en fait. Donc, on peut encore après faire un Smart Resim. Là, il va comme essayer d'égaliser. Puis là, vous voyez, on commence à avoir la même erreur de chaque côté. Mais là, je peux activer la symétrie. Et je peux commencer à modifier tout ça. Puis ça fonctionnera de la même manière. C'est juste que la technique, quand vous avez un objet avec un subdivision level ou pas, va être différente. Alors, dans ZBrush, vous avez une autre méthode qui vous permet de gérer la symétrie. Et celle-là, elle est très particulière et vraiment intéressante. Admettons que je revienne ici sur mon visage et je vais revenir au moment où j'avais juste un petit sourire, comme ça. Admettons que je veuille continuer à travailler en fait sur mon modèle. Mais là, on voit bien que si je regarde de près, là, c'est pas aligné en fait. Mais pour l'aligner, je peux demander à ZBrush d'analyser la topologie et de s'assurer en fait que je puisse continuer à travailler sur mon modèle, même si celui-ci a été modifié. Petit exemple. En fait, la fonctionnalité s'appelle Use Posable Symmetry. Et regardez bien maintenant, si je vais dans le coin ici, il va me sélectionner aussi le coin à gauche. Vous avez vu? Si je viens ici, admettons, je désactive la symétrie, je viens augmenter, je sais pas avec le bon, BMV. Voilà, je vais comme pousser ici, puis à la rigueur, je vais comme lui demander à ce que ce soit un petit peu plus gonflé ici. Voilà. Et ben, ça change rien. Je peux maintenant retourner dans Activate Symmetry,
Donc là, il est déjà activé. Et regardez bien. Là, je peux travailler sur cette partie ici. Des deux côtés, ça va me sélectionner la même chose. Parce qu'il va se référer à la structure topologique du modèle. Donc, et ça, je pense, je l'ai déjà abordé dans une vidéo précédente, je peux avoir un personnage qui a une main ouverte d'un côté, une main fermée de l'autre, mais si j'ai une topologie qui est symétrique, je vais pouvoir travailler sur le pouce droit, et ça va automatiquement se répercuter sur le pouce gauche. J'aborde le sujet du travail par itération parce que je vous connais, je me connais aussi un petit peu. On a cette tendance, surtout avec un nouveau jouet comme ZBrush, à s'enfermer un petit peu dans notre bulle et à perdre la notion du temps. Vous savez exactement de quoi je parle. On va s'enfoncer dans le détail, on va s'enfoncer dans tous ces petits gadgets, ces nouveaux gadgets en fait qu'on nous donne. Et ben dans un contexte de production, c'est pas l'idéal, c'est pas mal contre-productif. Et ce qui me paraît important quand même, c'est de mettre en place assez rapidement des bonnes habitudes, des bonnes pratiques à suivre. Dans ZBrush, on a de la chance en fait. ZBrush est vraiment calqué sur les différentes méthodes en fait qu'on peut voir dans la sculpture traditionnelle, mais aussi dans le dessin traditionnel. Dans le dessin traditionnel, on va dessiner avec des formes d'abord assez globales, assez générales, puis tout doucement, hein, si on vous a bien appris à dessiner, on va aller dans le détail tout doucement. La sculpture traditionnelle, si vous regardez un petit peu des vidéos de sculpture traditionnelle, ça va être à peu près la même chose. Ça va être d'abord aller chercher la grande structure, ils vont mettre des tiges ou ils vont mettre même des éléments qui ne sont absolument pas de la terre, comme des morceaux de carton ou autres, pour aller chercher vraiment comme la structure. Et ensuite, ils vont venir par-dessus mettre des gros morceaux de terre, en fait, pour aller chercher, on prend le cas d'un visage, ça va vraiment aller chercher le crâne, la mâchoire, etc. Et puis tout doucement, on va aller chercher le nez, on va aller pousser les orbites, commencer à faire la bouche, les oreilles, etc. Bref, on y va par itération. ZBrush nous permet, à travers ses fonctionnalités, finalement de faire la même chose. Si on prend le cas ici de Dynamesh, donc je vous ai chargé plusieurs scènes dans le même projet. Si je prends ici ce personnage que vous aurez à la fin avec cette formation, là c'est vraiment le début. Je commence à travailler donc avec différentes formes et je suis en Dynamesh. Mais si je reviens ici dans mon historique, au départ, j'ai très peu de définition dans mon Dynamesh. Quand je commence à en avoir pas assez finalement de résolution, ben je passe à la résolution supérieure, 64. Je continue à travailler dessus, évidemment, un petit peu de placement. Voilà. Et à un moment donné, je vais passer à la version supérieure, à 128. Et vous voyez, donc, je peux commencer à le lisser, je peux commencer à faire un BDS par-dessus pour surligner certaines formes. Et ça va être la même chose comme ça avec tous mes autres éléments. Vous voyez, au départ, je suis à 32 et ensuite, je vais augmenter la résolution. Même chose pour cette partie en arrière. Donc, c'est pas grave que ce soit pas beau, entre guillemets. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une bonne structure pour ensuite pouvoir nous enfermer dans cette petite bulle qu'on aime tous. On a besoin quand même d'avoir une bonne structure de départ. J'ai un autre exemple ici, qui est lui est un objet en niveau de subdivision. Finalement, même si ça va pas être la même, on va dire le même processus, on peut revenir en arrière pour aller travailler sur nos formes en fait générales et de base dont je parlais tout à l'heure. Si par exemple ici j'ai besoin de creuser davantage, ben, ça va être beaucoup plus facile. Vous voyez, beaucoup plus facile de le faire dans le low res parce que ensuite automatiquement ça va être extrapolé pour le reste des vertex quand on va arriver dans la version haute résolution. Donc c'est plutôt aussi une pratique vraiment à avoir quand on travaille avec ZBrush.
il y en a une autre aussi, qui est ce qu'on appelle le blockout, ou le blocking, bref, on va utiliser plusieurs termes dans l'industrie pour illustrer cette idée-là. En gros, c'est d'aller chercher les formes. Alors là, on voit que les formes sont... il y en a certaines qui sont plus abouties que d'autres, puis à la rigueur, c'est pas grave. Ce qu'on essaye, c'est d'aller chercher le feeling. Là, dans ce cas-là, je voulais absolument avoir un feeling de beaucoup de détails, et en même temps, je veux pas les mettre n'importe où, pour n'importe quelle raison. Donc j'essaie d'avoir des courbes intéressantes, j'essaie d'avoir une composition intéressante. Donc ici, j'ai 157 subtools à des différents niveaux, mais j'en ai aucun qui sont en retopo. Certains ils vont être en Dynamesh très très low res, d'autres vont avoir ce qu'on appelle le bend, le modifier bend. On y viendra peut-être, je ne sais pas si j'ai le temps, ou du moins si c'est vraiment pertinent pour cette formation. Il y en a d'autres, vous voyez ici, c'est vraiment juste des cubes en fait. Je vais juste chercher la masse. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vaut la peine finalement que je perde du temps après à le faire? Parce que si je perds du temps et qu'au final j'utilise pas, dans un contexte de production, ça fonctionne pas. Pardon. Je peux aussi, si je reviens ici sur ce personnage-là, on a aussi ce que moi j'appelle le primitive sculpting. C'est de travailler uniquement avec des formes extrêmement simplistes. Vous voyez ici le cou, le bras, tous mes éléments ici, c'est des primitives. Je suis parti de primitives, que ce soit des sphères, des cylindres, des cubes. J'ai appliqué tout de suite un Dynamesh généralement en 64 ou en 32, c'est 32 il me semble, c'est le défaut. Et à partir de là, je vais chercher la forme, vraiment la forme primaire, j'augmente un peu la résolution et je continue comme ça. Donc vous avez comme cette technique-là qui vient s'enchevêtrer dans la technique de Dynamesh en fait, et de jouer sur la résolution de plus basse à plus haute, qui nous permet en fait d'aller placer des volumes assez rapidement et de voir si ça fonctionne. Parce que si ça fonctionne pas, on aura perdu au pire quelques minutes, voire quelques heures, mais on n'aura pas perdu des journées en fait. Donc dans un contexte de production, c'est très 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 important de travailler par itération. Une autre bonne pratique pour améliorer votre temps de production dans ZBrush, c'est d'utiliser la fonctionnalité Z-Sphere. Alors, Z-Sphere vous permet de créer une structure extrêmement rapidement à partir de sphères et ça va générer ensuite une géométrie par rapport à cette structure. Je vous montre. Pour activer cette fonctionnalité, il faut aller ici et sélectionner Z-Sphere. Quand vous allez créer votre première Z-Sphere, il faut bien comprendre que ça va être un peu votre sphère principale. Et celle-là, vous aurez vraiment beaucoup de difficultés à la modifier et même à la supprimer. Alors, maintenant que je relâche, ici, je vais aller dans Edit Mode. Je vais activer la perspective. Alors, comment ça marche? Ici, vous voyez, si je vais activer la symétrie, je peux créer une Z-Sphere, comme ceci. Et si j'appuie sur A, il va me faire une preview en fait, de la géométrie qu'il va générer à partir de ce que j'ai créé. On va revenir un petit peu plus tard, mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Je rappuie une nouvelle fois sur A. Admettons que je décide de créer une sorte de scaphandre. Donc, je vais venir ici. Je vais comme ramener ces sphères-là. Je vais les descendre à peu près comme celle-là. Et donc, je vais imaginer que ça, c'est un peu ma poitrine. Donc, je vais rajouter une Z-Sphere ici. Et là, vous voyez, comme j'en veux qu'une seule, et là, je suis bien au centre de ma Z-Sphere, donc il va me créer qu'une seule. Si j'étais décalé un petit peu, là, il m'en créerait deux, vous voyez. Mais là, je vais être bien au centre, donc je vais créer une autre Z-Sphere pour créer un petit peu l'équivalent d'un casque. Voilà. Je vais venir en dessous ici, on va enlever le floor. Je vais venir en dessous ici. Ça va faire partie du tronc de mon personnage. Et là, maintenant, je peux jouer avec. Donc, je peux déplacer mes éléments, comme ça. Je vais faire la même chose encore une fois pour les jambes, là. Je vais donc créer le début des jambes. Et maintenant, avec Move, je vais aller jusqu'aux chevilles, à peu près. Ici, je vais à peu près au poignet. Et là, maintenant, je peux faire un draw pour aller chercher le coude. Ici, pour aller chercher le genou. Je vais déplacer un petit peu
tout ça. Je vais peut-être même faire les hanches avec ça. Donc, je vais aller chercher le genou maintenant. Je vais le mettre de côté. J'ajuste un petit peu mes proportions, du moins comment tout ça fonctionne. Et là, finalement, je vais faire mes épaules. Ici, toujours, je vais chercher mon coude. Je vais un petit peu positionner tout ça de manière un petit peu plus naturelle. Le problème avec les Z-spheres, c'est que on va avoir, si j'appuie sur A, vous voyez, la définition de mon personnage est quand même assez brute. Vous attendez pas à avoir tous les détails qu'il y aurait un petit peu dans le Z-sphere. C'est vraiment une structure pour créer un mesh de départ. Donc, vous pourriez commencer avec Z-sphere pour ensuite basculer sur le pur Dynamesh, comme je vous ai déjà montré. C'est quand même assez avantageux parce que si là maintenant je décide de changer complètement d'idée, je peux très bien faire, je vais passer en move, pardon, et je peux très bien me dire, tiens, je vais carrément changer toute cette dynamique-là, comme ça, et je vais lui créer d'autres bras ici. Donc là, pour faire des sketchs, c'est extrêmement rapide. Et après, l'objectif, c'est donc de convertir tout ça en mesh. Alors pour ça, vous devez aller dans Adaptive Skin, et là, vous avez la preview. Alors la preview, ici, nous donne une preview à partir de deux valeurs. Vous avez la valeur ici, ce qu'ils appellent la densité, puis l'autre le Dynamesh. Alors le Dynamesh, si on regarde un petit peu ici, finalement, le Dynamesh, au départ, pourtant, hein, quand on regarde comme ça, on a l'impression qu'il nous a créé une géométrie, mais en fait, il nous a créé une géométrie qu'il a ensuite convertie en Dynamesh. Si je désactive le Dynamesh ici, et que je le mets à 0, je vais plus avoir de Dynamesh, mais là on ne le voit pas encore parce qu'il faut que je désactive la preview pour la réactiver de nouveau. Et vous voyez maintenant j'ai une vraie géométrie, comme on aimerait parfois en avoir, entièrement en quad. Ça c'est juste génial par rapport aux Z-spheres, c'est que c'est entièrement en quad. Mais depuis quelques années, ils ont décidé aussi de proposer le fait qu'on puisse le transformer pas seulement en quad, mais aussi en Dynamesh. Donc si je décide de rester uniquement en quad, je vais donc désactiver ici le Dynamesh, je vais le mettre à 0, et là après je peux jouer. Donc je peux être soit à 3 par exemple, je peux être à 1, ou je peux être à 4. Mais je peux aussi convertir donc tout ça, les informations en fait d'un mesh en quad, je peux les convertir, par exemple je vais mettre 512 ici, donc là j'ai une densité de 4, et je décide donc de convertir tout ça en 512 de résolution, et là je me retrouve avec un mesh beaucoup plus précis, ou du moins avec beaucoup plus de géométrie. Et quand vous êtes prêt, vous avez tout simplement à venir ici, faire un Make Adaptive Skin, et il va vous générer un nouveau mesh, à partir duquel vous allez pouvoir travailler. Avant de clore ce chapitre, j'aimerais qu'on parle de Transpose Master. Alors, c'est pas une pratique à proprement parler, c'est plus en fait, je vous en parle parce que je veux vous rassurer. Si on me l'avait expliqué relativement tôt quand j'ai commencé ZBrush, ça m'aurait vraiment rassuré. En fait, Transpose Master, ça vous permet de déplacer votre personnage, de faire une pause de votre personnage et vous assurer que tous vos subtools vont suivre. C'est pas mal. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Donc j'ai chargé en fait la scène Demo Soldier, vous pouvez trouver ici dans Lightbox, Demo Soldier. Et il faut aller dans The Plugin ici et cliquer sur T-Pose Mesh. Et ce que ça va faire, c'est que ça va prendre tous les subdivisions 1 de vos subtools et les merger ensemble et créer une seule scène. Là maintenant que j'ai appuyé sur le bouton ici T-Pose, je me retrouve avec deux scènes dans le même projet. J'ai ici une scène avec original qui a 11 subtools et ici j'ai une autre scène qui elle n'a qu'un seul subtool. Par contre je peux voir encore ici mes polygroups, pardon, mes subtools. Maintenant ce que je peux faire,
contrôle, je suis en lasso, je peux aller chercher, admettons que je veux lever le bras ici, je peux aller chercher la partie qui m'intéresse. Évidemment, ça va pas être parfait, hein. Je vais essayer de le faire quand même relativement bien, mais j'inverse. Je vais placer maintenant mon pivot, comme ça, à peu près ici. Voilà, comme ça. Et là maintenant, je peux commencer à déplacer. Évidemment, comme je vous l'ai dit, hein, ça n'allait pas être parfait. Puis c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais aller dans Zip Plugin et je vais appuyer sur Typose. Vous allez voir la petite magie opérer. Ça va transférer ce que j'ai fait sur mon autre scène. Alors évidemment, c'est pas parfait, hein, comme je vous l'ai dit. Il faudrait passer un petit peu plus de temps. Puis ce qui est génial, c'est que je peux repasser ici et comme dire, ben non, finalement, c'était pas comme ça que je voulais, ou finalement, je sais pas moi, ici, j'aimerais que ce soit un peu plus creusé. Peu importe la raison, on peut continuer à travailler sur cette scène-là et ensuite on peut mettre à jour ici, en réappuyant sur celui-là, et il va me redéplacer mes éléments. C'est quand même une fonctionnalité qui est assez pratique. Donc, pourquoi je vous en parle? Ben, c'est surtout que quand vous allez travailler sur vos subtools, vous n'allez pas vous inquiéter à savoir si vous allez pouvoir faire une pause à la fin. Dans tous les cas, vous allez pouvoir utiliser le Transpose Master, puis c'est bon de savoir comment il marche. Comme ça, après, vous allez peut-être trouver des moyens pour bien séparer vos subtools au moment où vous allez avoir cette scène mergée et au moment où vous allez devoir déplacer un bras, déplacer une tête, une jambe, etc. Donc voilà à quoi ressemble le Transpose Master.